bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV, les titres de ce journal. Jour de rentrée des classes ce jeudi, un démarrage timide des cours dans plusieurs établissements. Le lycée Mbaké 2 est encore sous les eaux. Parallèlement, la FEPES ferme ses portes aux nouveaux bacheliers à partir de ce samedi, au moment où le chef de l'État inaugure des pavillons à l'UCAD. L'Agence nationale de la statistique et de la démographie traverse une crise. Les travailleurs accusent le ministre de l'économie et des finances de tenter de liquider l'entreprise, ce qui est inconcevable selon eux. Ils ont laissé libre cours à leur colère. Présidentielle 2019, les organisations de la société civile favorables à la désignation d'une personnalité neutre pour l'organisation. Cette proposition a été formulée pour éviter tout contentieux. L'ONG 3D appelle à un respect des textes pour le Conseil constitutionnel et la Sénat. Et enfin, lutte contre le trafic de drogue. Le Sénégal et la Gambie fédèrent leurs forces, une coopération policière plus efficace pour surveiller davantage la zone de transit qu'est la région sénégambienne. Nous en parlerons en fin d'édition. La Fédération des établissements privés d'enseignement supérieur du Sénégal a décidé de suspendre à partir de ce samedi 6 octobre 2018 à 18h et ce jusqu'à nouvel ordre tous les cours destinés aux étudiants orientés par l'État. Elle ne compte pas accueillir de nouveaux bacheliers. La FEPES demande à l'État de satisfaire ses revendications, notamment l'apurement de la dette des années précédentes. Ses membres n'entendent pas revenir sur leur décision tant que les autorités étatiques n'ont pas répondu favorablement à leur requête. Ils ont publié un communiqué ce jeudi pour informer l'opinion. Les élèves ont repris le chemin des écoles ce jeudi. Une rentrée plutôt timide. L'affluence côté élèves et enseignants n'était pas au rendez-vous. Aux écoles Talla Diagne, cité Djamalai ou Eliman Thiaw de Yoff, le concept Ubitay Djangita est loin d'être une réalité, même si les enseignants affirment le contraire. Voyons cela avec Djibissa Adjani. Pour ce premier jour de rentrée des classes, de nombreux établissements dans la capitale sénégalaise ont ouvert leurs portes. C'est le cas de ces écoles primaires nichées dans la commune de Yoff. Une faible affluence des élèves et enseignants a été notée. Aujourd'hui, tout le monde est présent. Du côté de l'équipe pédagogique, du côté des élèves, tout le monde est là. Il n'y a pas tellement de choses à signaler. Les classes sont prêtes. Vraiment, ça va quoi. Actuellement, il y a beaucoup d'absents pour les élèves parce qu'ils sont toujours en vacances. Mais tous les enseignants de l'école sont là. Les parents ont amené leurs enfants, mais il y a certaines qui n'ont pas encore amené leurs enfants parce que leurs enfants sont en vacances. Aux écoles Talla Diagne, Siti Djamalai ou encore Eliman Thiaw de Yoff, le constat est le même. Le concept Ubité Djangate est loin d'être une réalité, même si les enseignants affirment le contraire. Ubité Djangate, on l'a fait parce qu'on a fait l'emploi du temps et on a aussi inscrit la liste des fournitures. On a quelques parents, surtout au niveau du CI, pour ma part de champ, on les attend. Il y a quelques cinquantaines qui sont inscrits pour le moment, une cinquantaine qui sont inscrits. Autre école, autre décor. Dans cet établissement maternel, la rentrée est marquée par une prise de contact. Les enfants, on les met en confiance, ils sont tous là. Ce matin, très tôt, on a reçu les enfants en classe, on les a fait chanter, ils ont chanté. C'est le premier jour, on ne peut pas faire grand-chose, mais on se familiarise avec eux. La rentrée scolaire 2018-2019 est bien effective, un démarrage qui s'effectue avec une timidité générale dans la plupart des écoles de la capitale sénégalaise. Et nous restons à Yoff. La commune a décaissé une cinquantaine de millions de francs CFA cette année pour accompagner les établissements de la localité. Ce soutien vise à motiver et à encourager les enfants et leurs parents. La municipalité a aussi tenu à accompagner les écoles maternelles publiques de la commune. L'adjoint du maire, Abdou Meng, est interrogé par notre reporter. On a fait le tour des écoles. Yoff compte 9 écoles élémentaires. Donc l'ensemble des écoles ont reçu leur fourniture. Cette année, on a déployé 20 millions de francs CFA pour donc satisfaire la demande. Je pense que la commune de Yoff, chaque année, déploie beaucoup de moyens pour faire réussir donc ces élèves au niveau du périmètre communal. Cette année, donc, on a doublé, on a dépensé 20 millions pour essayer donc de satisfaire l'ensemble des élèves et d'aider les parents sur les fournitures scolaires. Hormis cela aussi, on a débloqué 30 millions pour les travaux de réfection. Parce qu'il y avait des problèmes au niveau de quelques écoles, mais on a commencé par priorité. On va continuer les travaux pour satisfaire aussi la demande au niveau des autres écoles.
Donc cette année, comme j'ai expliqué, le désherbage des écoles aussi a été donc pris en charge par la commune et tout ce qui est nécessaire pour un bon déroulement de l'ouverture des classes. À Mbacké, le démarrage des cours est effectif dans les différentes écoles visitées. Seul le lycée Mbacké 2, encore sous les eaux, est loin de débuter les cours. Des mesures sont annoncées par les autorités administratives et scolaires qui ont effectué ce jeudi matin la traditionnelle tournée de rentrée des classes. Et l'âge Moudougué était de la partie. École visitée à Mbacké, le démarrage effectif des cours a été constaté par les autorités administratives et scolaires. Au niveau de nos écoles, je peux dire que nous sommes fortement conformés aux instructions du ministre de l'Éducation qui veut que le concept Ubité Diankté soit une réalité. Et à Mbacké, je peux dire que c'est une réalité, puisque vous tous vous l'avez constaté. Maintenant, le grand défi, c'est de persister dans cette dynamique, de faire en sorte que ce qui est en train d'être fait se poursuive. Un seul dysfonctionnement est noté au niveau du lycée Mbacké 2, inondé par les fortes pluies enregistrées ces derniers temps. Là où on a un peu eu des problèmes, c'est au niveau du lycée de Mbacké 2, bon, où la cour est remplie d'eau et l'accès aux salles de classe pose problème. Et là, bon, on a donc demandé de prendre ensemble, on va prendre ensemble. En quoi les autorités scolaires, tout sera au top au plus tard la semaine prochaine. L'IF de Mbacké félicite les enseignants et appelle au maintien du cap. De maintenir ceux qui sont présents, ça va être une mesure incitative pour les autres qui jusque-là sont un peu dubitatifs. C'est pourquoi ce qu'on a donné comme recommandation au niveau des écoles, c'est de faire en sorte que cette présence au niveau des classes se poursuive. Que les cours se démarrent effectivement comme on l'a vu et que cela se poursuive pour les jours à venir. Pour dire que peut-être d'ici la semaine prochaine, probablement on aura des classes. À noter que cette année, le département de Mbacké a enregistré les meilleurs résultats aux différents examens scolaires dans la région de Diourbel. Et de Mbacké, nous nous rendons à Diass. La mairie a débloqué 20 millions de francs CFA pour accompagner les élèves et les établissements dans l'achat de fournitures scolaires. Objectif réussir le concept Ubité Diankté. Le collectif des directeurs d'école a apprécié le geste à sa juste valeur et promet de faire du concept une réalité dans la commune, nous dit Mamadou Diop. Ubité Diankté, ce concept, les autorités municipales de Diass veulent réussir dans les différents établissements scolaires de la commune. Et pour atteindre cet objectif, la mairie a débloqué 20 millions de francs CFA pour équiper les élèves et les établissements scolaires. Le slogan Ubité Diankté, c'est à ça que monsieur le maire, à chaque année avant l'ouverture des écoles, vraiment il achète beaucoup de matériel scolaire pour distribuer aux élèves qui sont dans la commune de Diass. Vous sachez que vraiment c'est de l'argent qu'on a sorti. C'est de l'argent qu'on a sorti et monsieur le maire vient de dire que c'est 20 millions vraiment pour l'éducation, pour pouvoir doter à tous les élèves qui sont dans la commune de Diass des matériels scolaires, pour pouvoir aller à l'école, mais aussi pour apprendre. Parce que envoyer l'enfant à l'école, quand on n'a pas de fourniture, vraiment, ce sera difficile d'apprendre. Et c'est ça que monsieur le maire a connu. Il a acheté cette matériel pour vraiment doter à tous ces élèves de la commune de Diass des matériels scolaires pour pouvoir apprendre bien. Le corps enseignant et le collectif des directeurs d'école ont favorablement apprécié ce geste. Pour eux, avec la mise de ces équipements, le concept Ubité Diankté peut être bel et bien réussi dans la commune de Diass. Bon, une réaction de satisfaction. Parce que bon, on va dire que c'est pas la première fois également que le fait. Bon, moi je suis là, ça fait plus de 23 ans. Et à chaque fois, il est à l'œuvre. Donc dès l'entame, avant le slogan Ubité Diankté, lui, il était déjà à pied d'œuvre. Donc cette fois-ci, je pense qu'il est parti plus loin, ou bien plus tôt que d'habitude. Dans cette partie du Safi, le taux de réussite a dépassé les 50% l'année dernière. Bon, cette année, ça dépasse les 50%. Moi, je ne peux pas aller plus loin, parce que bon, je n'ai pas encore fait le cumul au niveau de tous les établissements. À la cérémonie officielle de remise des fournitures scolaires, les enseignants et les autorités municipales invitent les parents à bien suivre leurs élèves une fois de retour à la maison. Ce qui, disent-ils, permettra aux élèves d'avoir à l'école de très bonnes notes. 10 millions de francs CFA, c'est le montant que la municipalité de Pékin-Est a remis aux établissements scolaires de cette localité. Une manière pour la mairie de venir en appoint aux acteurs de l'éducation durant cette période de rentrée des classes. Élèves, parents et enseignants ont assisté à la cérémonie de remise de fournitures scolaires et de subventions. Le maire de Pékin-Est, Issa Diop, que vous avez suivi dans nos précédentes éditions.
Autre point évoqué en titre, les travailleurs de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie se désolent de l'attitude du ministère de l'économie et des finances à leur égard. Ces agents disent être déterminés à défendre l'intégrité de la structure. Ils soutiennent qu'ils n'accepteront pas une mort programmée de l'entreprise. Selon eux, l'ANSD doit garder son autonomie pour mener à bien son travail. Munis de pancartes et arborant des brassards rouges, ils ont tenu une assemblée générale ce jeudi. C'était en présence de Adjara Ndiaye. 4 mois après le mouvement d'humeur du syndicat des agents du secteur d'activité des professionnels de la statistique, la situation continue d'empirer dans l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Selon le porte-parole du syndicat, l'attitude des autorités du ministère de l'économie et des finances laisse à désirer. Jusque-là, jouer la carte du dialogue et que nous ne comprenons pas ou que nous ne connaissons pas les vraies raisons du ministère de l'économie et des finances. Mais aujourd'hui, il est ressorti de cette assemblée et ce dont nous sommes sûrs, c'est que le personnel de l'ANSD est convaincu et demeure certain que le ministère de l'économie et des finances veut tout simplement étouffer l'ANSD. Ces agents indiquent qu'ils n'accepteront jamais que l'ANSD soit fragilisée. L'ANSD reste quand même convaincu, car le président de la République l'avait dit lors de la restitution des projets de rénovation des comptes nationaux, que la statistique, c'est l'affaire de professionnels. C'est en cela que nous croyons. Et nous croyons que nous devons exercer notre métier en toute tranquillité, en toute indépendance scientifique et dans l'impartialité. D'ailleurs, le SASAP se compte dérouler son plan d'action. Ce matin, un plan d'action, dont peut-être pour des raisons stratégiques, je ne vais pas le dérouler, mais je peux quand même partager avec vous quelques points, et dont le premier point, ce sera le port du brassard rouge dans les semaines à venir, qui sera ensuite suivi d'un sitting au niveau du MEF et ailleurs pour éclairer l'opinion publique sur le rôle de la statistique et ses grands enjeux. Non à la politisation de la statistique publique sénégalaise, non à la mort programmée de la NST et tant d'autres revendications déclinées par le syndicat pour protéger, selon les travailleurs, la crédibilité de leur agence. Toutefois, ils sont prêts à faire des retentions de publication s'ils n'ont pas gain de cause. Et nous en venons au chapitre politique. Intéressons-nous à l'organisation de la présidentielle 2019. La synergie des organisations de la société civile entre en jeu. Il a formulé 7 propositions fortes pour éviter toutes sortes de contentieux avant, pendant et après l'élection. Ces acteurs prônent la désignation d'une personnalité neutre pour l'organisation de cette joute électorale. D'emblée, la Synox s'oppose à toute entreprise visant à écarter des candidats arbitrairement. Les précisions de Mohamed Diallo. 7 recommandations pour une présidentielle apaisée et transparente. Une échéance électorale qui augure des lendemains incertains. La société civile s'unit donc pour jouer les bons auspices. L'arrêt de toutes les déclarations incitant à la violence, mais aussi toutes les formes d'intimidation, de chantage, pouvant faire obstruction à l'instauration du dialogue pour une paix durable et la préservation des acquis démocratiques, qui ont fait du Sénégal un modèle avec 2 alternances saluées de toute l'opinion internationale. Beaucoup de sujets de désaccord entre les différents acteurs politiques. Une personnalité neutre pour l'organisation des élections est devenue une doléance invétérée. C'est la position de la société civile. Ce n'est pas seulement la position de l'opposition. Nous pensons que c'est un gage de confiance et ça peut restaurer donc un climat de confiance dans ce pays. Et nous pensons que ce n'est pas encore trop tard. À cela s'ajoute le cas Khalifa Sall, dont la candidature laisse émerger pas mal de doutes. La Cour de cassation ne s'est pas encore prononcée et ça peut prendre du temps, ça peut être dans 2 mois, dans 3 mois. Après, vous avez le rabat d'arrêt. Le rabat d'arrêt, les juristes disent que c'est une procédure qui peut être longue, ça peut encore durer peut-être 6 mois et 8 mois, et en tout temps, le dépôt des candidatures, c'est au mois de décembre, entre le 11 et le 26. Je pense que d'ici là, donc Khalifa Sall a toutes les chances pour se présenter. Dans une quête perpétuelle de consensus, la société civile a entrepris des médiations, seul moyen d'opérer des changements à moins de 6 mois de la présidentielle.
Le Conseil constitutionnel et la Sénat, deux organes clés dans le déroulement des élections au Sénégal. Un problème se profile toutefois à l'horizon. En octobre prochain, 2 des sages seront à la retraite. La Sénat, de son côté, devrait voir ses instances renouvelées durant l'année en cours, conformément à la loi. Et jusqu'à présent, il n'en est rien. La société civile interpelle les autorités. Mounia Sissé de l'ONG 3D se veut clair. On ne peut pas être dans l'illégalité pour contrôler la légalité. Le voici au micro de notre reporter. Pour les mandats, vous savez qu'aujourd'hui, au niveau du Conseil constitutionnel, les sages, ils sont au nombre de 7. Il y a un dont le mandat est déjà arrivé à terme et un dont le mandat arrive à terme en fin octobre. Ils se retrouveront avec 5 sages. Parce que les mandats, les acteurs, les sages dont les mandats sont arrivés à terme ne peuvent pas siéger. Ils peuvent siéger toujours quand ils sont 5. C'est le quorum. Mais un membre peut tomber malade, un membre peut être empêché et ça peut créer un blocage. Et donc nous nous battrons pour qu'avant fin octobre, que les acteurs dont les mandats sont à terme puissent être remplacés. Ça, c'est pour le point de vue du Conseil constitutionnel. Pour la Sénat également, vous savez que la loi prévoit que les membres de la Sénat soient renouvelés. Le mandat des membres de la Sénat tous les 3 ans. Le dernier renouvellement des membres de la Sénat, c'était en 2015. Et donc, en 2018, leur mandat doit être renouvelé. Aujourd'hui, on ne peut pas être dans l'illégalité pour contrôler l'égalité. Et c'est pourquoi nous avons inscrit ce point-là et nous avons rencontré la Sénat et avons posé ce problème-là. Comme nous avons rencontré le Conseil constitutionnel et avons posé ce problème-là. Mais ce n'est pas à eux de se changer. C'est à l'autorité de prendre des dispositions pour les changer. Le responsable du Parti socialiste dans la région de Diourbel invite Bamba Fall et Aïssata Tall Sall à revoir leur copie. Il martèle que le PS n'a jamais eu de candidat pour succéder Khalifa Sall à la mairie de Dakar. Chersek précise que ces responsables ne font plus partie de leur formation politique. Par conséquent, s'ils ont quelque chose à dire dans le fonctionnement du PS, ils n'ont qu'à venir se conformer à la ligne directrice du parti. Il s'est entretenu avec Mamadou Diop. La responsabilité politique ne s'autoproclame pas. Ça vient à la suite d'un processus émanant de la base. Les enfants ont grandi, oui, moi je l'ai vu grandir pour l'avoir encadré, ce gars, au mouvement national des jeunes socialistes dont je suis un des responsables nationaux. Mais ce qu'il faut aujourd'hui dire à Bamba, c'est de suivre la ligne légitime du parti. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un, oui, les enfants ont grandi, alors qu'un parti comme le Parti socialiste est un parti organisé, est un parti structuré. Rien ne s'autoproclame là-bas. C'est à la suite de renouvellement d'instances de base. Et à la suite de ces renouvellements d'instances de base, un renouvellement des organes de direction qu'on peut tout prétendre. C'est le seul parti où il y a appel à candidature. Non, du tout. Et un démenti a été fait lors de notre dernier secrétariat exécutif national. Nous avons dit que nous n'avons pas de candidat. Nous n'avons pas de candidat. Tanor n'a pas manœuvré. Ce que Tanor fait, c'est une rencontre régulière des responsables du Parti socialiste, que sont les élus. Mais il a bien précisé au niveau de la réunion du secrétaire exécutif que d'abord, nous n'avons pas de candidat qui veut être responsable dans le parti. Rien ne l'empêche, s'il jouit d'une base, d'accéder à quelque niveau de responsabilité que ce soit, d'une avocate. Parce que d'abord, il faut lui demander, poser la question de savoir, depuis le dernier congrès, est-ce qu'elle a assisté une seule fois à une réunion de nos instances de base? Je dirais non. Elle ne l'a pas fait. Donc, elle s'est d'abord auto-exclue avant d'être exclue. Deuxièmement, quand le porte-parole du parti, sur la base d'une décision officielle du parti, lit la liste des exclus dans tous les médias, publiquement, je pense que lors de la notification, ils veulent qu'on prenne un papier là, qu'on dit oui, Michel Aïssata, vous êtes exclu. Voilà la notification. Michel Tel, vous êtes exclu. Voilà la notification. Nous n'avons pas ce temps-là et nous ne perdrons pas de temps pour cela. Le Sénégal s'achemine vers une élection présidentielle. Le climat politique est tendu. La communauté mouride de Pikine invite pouvoirs et oppositions à poursuivre le dialogue pour des échéances électorales apaisées. Leur porte-parole Yérim Aou s'exprime au micro de Abdoulaye Wanyanga. Et les spirituels, les marabouts, vont de pair. Ils attisent le feu, les marabouts éteignent le feu. La bagarre, la violence ne résout pas de problème. Quand les cœurs sont désunis, il n'y aura jamais de paix durable. Je pense que l'union des cœurs, c'est organisation générale. On demande au bon Dieu d'apaiser le climat, sans les forcer. Tout à l'heure, on racontait l'histoire de jeune bande qui a introduit notre milieu, mais au fur et à mesure qu'il assistait aux déclamations de Khassid, il s'est tué.
la puissance décernée partout dans les Khassaï par Cheikh Bamba peut soutenir le monde entier, que ce soit en Amérique, aux États-Unis ou en Russie. S'il y a une guerre fondamentale déclarée par quelqu'un en dehors des frontières du Sénégal, cette déclaration de guerre-là va tomber à l'eau, c'est sûr. Il n'y a que la paix au Sénégal. Et pour cela, il faut voir ces journées. Assis de 6h du matin à 23h, 21h, déclamer de Khassaï Cheikh Bamba, parce que la formule là, c'est maintenant introduit dans les Khassida. Dieu a inséré le secret de la formule là, il est là dans le Khassida. Maintenant, si nous consacrons toute cette journée au Khassida, mais il y aura la paix au Sénégal. Et nous changeons de registre. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants du Sénégal et celui de la Gambie unissent leurs forces à travers un protocole d'accord. La finalité est d'arriver à une coopération policière plus efficace dans la lutte contre le trafic de drogue. La région sénégambienne continue d'être utilisée comme un lieu de transit pour ce trafic et les stupéfiants proviennent de l'Amérique, l'Asie, entre autres. Aujourd'hui, les deux pays ont compris la nécessité de travailler ensemble pour combattre ce fléau. Ndeye Fatim Lo nous en dit plus. Depuis l'indépendance, c'est la première fois que les agences antidrogue du Sénégal et de la Gambie concluent un accord. Ce mémorandum d'entente est une coopération accrue et résolue entre les deux pays dans la lutte contre les crimes organisés, surtout le trafic de drogue. Un travail de longue haleine, 2 ans de négociations pour arriver à un accord de police à police en 2 organisations opérationnelles qui va faciliter la coordination, la collaboration, mais aussi les enquêtes conjointes en ce qui concerne les crimes conduits soit en Gambie ou au Sénégal, des crimes de drogue ou le blanchiment de capitaux liés au trafic de drogue ou crimes associés. Travailler ensemble ne se limite pas seulement à des signatures de protocoles, mais à instrumentaliser ces protocoles-là. La Gambie continue d'être utilisée comme un lieu de transit pour la drogue qui provient de l'Amérique du Sud, de l'Asie, mais surtout du sud du Sénégal, où s'accroît de plus en plus la culture du cannabis. Il est alors nécessaire que le Sénégal et la Gambie travaillent ensemble. D'après des études, la plupart de la quantité de drogue qui entre en Gambie n'est pas destinée à notre région. Elle est juste un lieu de transit. Nous ne pouvons pas accepter cela, car si elle arrive à Dakar, c'est aussi un problème. La plupart de la quantité de cannabis qui entre en Gambie est cultivée en Casamance. Un cadre de suivi sera mis en place pour que les deux pays puissent partager leurs informations, mais aussi évaluer ce projet. On sera obligé de faire de l'évaluation en des intervalles de temps que nous allons déterminer. Il y a des actions conjointes que nous allons mener et un partage d'informations entre les deux structures. Ce sera une implication de toutes les agences de répression. La police nationale, les douanes sénégalaises, la gendarmerie nationale, tous se retrouvent, n'est-ce pas, dans ce partenariat. Chaque année, des milliers de tonnes de drogue franchissent les frontières de la Gambie pour arriver au Sénégal ou celles du Sénégal pour arriver en Gambie. Ce protocole signé est un nouveau départ dans la lutte contre la drogue dans la région sénégambienne. Pendant ce temps, les parlementaires d'Afrique francophone, le groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest et la Banque africaine de développement sont en conclave pour trouver des solutions aux flux financiers illicites. Selon les économistes et experts financiers, l'Afrique perd chaque année des dizaines de milliards de francs CFA, une situation qui pourrait mettre à genoux nos économies si le phénomène perdure. Nous retrouvons Mamadou Diop. Les flux financiers illicites sont estimés à plusieurs dizaines de milliards de francs CFA. Cette manne financière circule en Afrique à travers des canaux incontrôlés, une situation qui inquiète véritablement les responsables de la Banque africaine de développement. Jusque-là, on voit que l'Afrique perd jusqu'à 50 millions de dollars équivalents à travers les fuites illicites. On regarde comme si c'est quelque chose qui n'est pas très important. Quelle est la destination de ces flux financiers? Qui sont les principaux acteurs et bénéficiaires? À qui profite le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme? Quelles sont les conséquences de ces flux financiers dans les différentes économies de nos pays?
Autant de questions que pose sur la table l'APNAC, le réseau des parlementaires africains contre la corruption. Les financiers illicites constituent aujourd'hui une préoccupation, de par leurs origines, évidemment. La drogue, le vol, l'escroquerie, l'évasion fiscale, les fraudes. Alors, tous ces phénomènes-là, aujourd'hui, affaiblissent nos économies. Surtout et surtout en Afrique, où on manque souvent à cerner la traçabilité de certains fonds. Et pour trouver solution à cette pratique malsaine, les parlementaires d'Afrique francophone se sont retrouvés à Sani, Portugal, pour se pencher sur la question. Puisque ce sont des personnes qui votent les textes de loi, on est en matière de criminologie financière, comme on dit. Il faut une base juridique pour pouvoir intervenir sur ces aspects de lutte contre les flux financiers illicites et sensibiliser les parlementaires, les sensibiliser à la compréhension de la problématique et surtout les pousser à assumer les responsabilités dans cette lutte. Le GIABA, groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, et la BAD, Banque africaine de développement, qui se sont donné la main pour organiser la rencontre de Sani Portugal, vont donner l'occasion aux parlementaires d'Afrique francophone de trouver certainement des solutions durables aux flux financiers illicites, un crime qui, selon nos interlocuteurs, est en train de mettre à genoux les économies des pays africains. Et nous terminons par une note de culture. L'association sénégalaise des critiques cinématographiques honore Djibril Diop Mambéty, 20 ans après sa disparition, auteur de plusieurs films dont Le Franc, réalisé en 1994. Djibril Diop Mambéty est une icône du monde de la culture. Les membres de cette association ont décidé de projeter un de ses courts-métrages pour permettre à la jeune génération de découvrir, mais aussi de s'inspirer de ce cinéaste hors pair. Chantal Badji était sur place. Tokibuki, Ien, Badouboy, pour ne citer que cela, l'auteur de ces chefs-d'œuvre ne peut pas sombrer dans l'oubli. C'est ce qu'a compris l'association sénégalaise de la critique cinématographique. Elle a pour credo de rendre visible le cinéma africain et a tenu à rendre un hommage à Djibril Diop Mambéty, une icône de la culture sénégalaise, décédé en 1998. Djibril Diop Mambéty est un cinéaste assez atypique qui a une démarche très originale, parce que malheureusement il nous a quittés il y a 20 ans et durant toute son existence, les gens n'avaient pas trop compris ses films et aujourd'hui c'est l'occasion de se pencher sur ses œuvres et d'en discuter, parce que c'est un cinéaste qui était très en avance sur son monde. La nouvelle génération a de quoi être fière de ses pionniers, car la culture africaine est actuellement très bien représentée partout dans le monde. Pour annoncer leur tournée internationale, les stars américaines Beyoncé et Jay-Z ont publié une image inspirée d'une séquence du film Tokibuki de ce cinéaste sénégalais. C'est heureux que l'œuvre de Djibril ait aussi cette grande proportion et cette reconnaissance mondiale. La nouvelle génération doit beaucoup s'inspirer de Djibril Diop Mambéty, surtout par rapport à sa démarche artistique. Djibril, lui, il n'est venu d'aucune école de cinéma. Il est venu dans le cinéma avec ses connaissances, son amour du cinéma, de l'image surtout. À l'image de Moulikan, sacré lors du dernier festival Clapivoire, le cinéma sénégalais est en train de triompher. Le gouvernement devrait plus mettre l'accent sur la création de salles de cinéma au Sénégal pour permettre à ce secteur de pouvoir renaître de ses cendres. Depuis quelques années, non seulement le cinéma sénégalais